Bonjour à tous. Donc je suis Jérôme Gauthier, je suis architecte chez Soprasteria. Et donc on va parler pendant 25 minutes du C4 modèle. On va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main aujourd'hui dans la boîte à outils pour modéliser? Donc on va évidemment retrouver UML, le plus populaire de loin. C'est le plus populaire parce que déjà il est appris à l'école, donc en sortie d'école tous les développeurs connaissent au moins les bases. C'est aussi très bien adapté au monde objet qui correspond à une bonne partie de nos applications. Mais on en trouve d'autres, comme Archimate par exemple, qui va plutôt être orienté architecture d'entreprise, ou BPMN qui va être orienté modélisation de processus métier plutôt. Et puis il y en a d'autres, des plus ou moins anciens. Le point commun entre ces types de modélisation, ça va être surtout le temps d'apprentissage. C'est que là, on parle de plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours pour les maîtriser. Et ce besoin d'apprentissage va pas uniquement concerner la personne qui va designer, mais aussi les personnes qui vont devoir consommer ces modèles, puisqu'il faut en connaître les codes pour comprendre pourquoi une flèche est pleine ou vide en UML par exemple. Mais il y en a un autre qui est encore plus utilisé que UML, je pense, que tout le monde a déjà utilisé, les boîtes et les flèches. Donc là-dessus, gros avantage, zéro temps d'apprentissage, il suffit de savoir dessiner. Mais des inconvénients, on en a pas mal. On va avoir surtout la durée de vie. Souvent, on utilise ces techniques pour partager en direct. Et donc, 1 heure après, 2 jours après, on n'aura plus les codes qu'on avait utilisés à l'instant de la création du diagramme. Par contre, on répond au même besoin. C'est le besoin de communiquer sur l'organisation d'un système. Et en fait, c'est exactement sur ce principe que s'est basé Simon Brown il y a quelques années, quand il a créé le C4 modèle. Alors le C4 modèle, c'est quoi? C'est 4 niveaux d'abstraction. Ça va correspondre aussi au nom des diagrammes. Le C4 modèle, il vient pas réinventer des principes fondamentaux de modélisation. En fait, ce qu'a fait Simon Brown, il est venu piocher des inspirations dans les types de modélisation qu'on a vus juste avant, donc UML par exemple, mais aussi les autres. Et son principe, c'est de rendre tout ça le plus simple possible, le plus abordable, et aussi le plus simple à maintenir, en fait le plus adapté à nos contextes là d'aujourd'hui, qui sont des contextes et des architectures qui évoluent tous les jours, qui évoluent très fréquemment, et avec un besoin de devoir maintenir nos différents modèles. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc ces 4 modèles dit 4 niveaux d'abstraction. Le premier, le niveau contexte. Au niveau contexte, on va chercher à modéliser un système logiciel dans son environnement, donc parmi d'autres systèmes logiciels. Par exemple, ça peut être un domaine applicatif d'un SI, ça peut être le SI de facturation. Mais si je suis sur un périmètre peut-être plus restreint, ça peut être par exemple mon système d'envoi de mail, par exemple. Ça peut être ça, mon système logiciel. Le deuxième niveau, c'est le niveau conteneur. Et c'est là que la flèche qui va vers le bas prend tout son sens. Ici, on vient zoomer dans notre système logiciel et on va chercher à modéliser les conteneurs. Un conteneur, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec les conteneurs au sens Docker ou autre. C'est vraiment là le mot-clé générique et la meilleure définition, ça va être un bloc technique du système logiciel. Et pour caractériser un conteneur, on peut prendre l'exemple de l'unité exécutable. Donc en fait, un conteneur, ça va être quelque chose qui se lance, qui tourne sur un serveur ou ailleurs. Et donc ça peut être une web app, un batch, une base de données aussi, ça peut être un conteneur. Ce qui est important, c'est pas la taille du conteneur, ça peut être un gros monolithe, ça peut être un microservice. On rentre pas dans ce type de détails et le conteneur est adapté à tous les exemples là qu'on vient de citer. Le niveau conteneur, c'est aussi à partir de ce niveau-là qu'on va parler technologie. Troisième niveau, donc on vient encore zoomer, et là on va chercher à découper notre conteneur et modéliser l'intérieur d'un conteneur. Un component, c'est quoi? Ça va être un groupe cohérent de fonctionnalités. Alors ça peut paraître assez vague, c'est pour ça que c'est pas mal de rentrer dans des exemples, mais ça sera toujours à rapporter à vos contextes. Il n'y a pas de définition très précise, mais plutôt une liste d'exemples à mettre à projeter dans vos contextes. Ça peut être un ensemble de classes derrière une interface. Suivant les technos, ça peut être un paquet Java, ça peut être un namespace.NET, un jar, une DLL. Mais là, quand on parle jar et DLL, on parle vraiment packaging technique. C'est pas ça un component, c'est vraiment la définition qu'on voit au milieu là, un groupe cohérent de fonctionnalités.
Et enfin, le dernier niveau, quatrième niveau, on vient zoomer dans un composant et finalement le niveau code, on va chercher à modéliser, à faire des focus sur des zones clés de l'application. On va rarement chercher à modéliser tout le code d'une application. D'ailleurs, c'est des choses qui peuvent aussi s'autogénérer. Quel type de diagramme on peut utiliser pour le niveau code? On peut simplement utiliser un diagramme de classe UML, entité relation, etc. Le point clé, là, on l'a vu, c'est surtout la flèche du milieu. C'est ça qui est un peu différenciant avec d'autres types de modèles. Mais ça aussi, ce sont des aspirations pris ailleurs. Mais c'est cette notion de zoom, du contexte jusqu'au code. Ce qui est important aussi à noter, c'est que les niveaux sont optionnels. Enfin, on n'est pas obligé d'implémenter chaque niveau de la modélisation pour être compatible, approuver ces cas de modèles. Moi, personnellement, j'utilise surtout le niveau contexte et conteneur, par exemple. Le niveau composant et code, là, on va être très dépendant de la technologie qu'on utilise. Et des fois, il y a d'autres meilleures manières de le modéliser. Des fois, on n'a même pas besoin de le modéliser. Ça dépend justement à qui on veut communiquer. Et ça rejoint l'objectif initial. Et puis enfin, le dernier point, là, c'est ce qu'on voit en dessous, c'est que tous ces concepts-là sont indépendants d'un outil ou d'une notation. On n'est pas venu dire que pour un conteneur, ça va être un rectangle avec un trait plein. En fait, on peut faire du CK de modèle avec un papier et un crayon. Là, on peut appliquer les principes qu'on vient de dire là avec un papier et un crayon. Par contre, le CK de modèle vient un peu structurer ça et vient quand même recommander d'appliquer les bonnes pratiques, mais des bonnes pratiques de modélisation et de création de diagrammes. Ça veut dire avoir une légende, avoir un certain standard, etc., etc. Alors, on a dit que c'était indépendant d'un outil ou d'une notation, ce qui veut aussi dire qu'on peut faire du CK de modèle avec beaucoup d'outils. Alors aujourd'hui, on peut le faire avec, je suis sûr que vous trouverez dans la liste là, les outils que vous utilisez. Ce qui est un peu plus lisible, c'est volontaire, c'est tous les outils qui sont orientés ASCODE. Donc je pense que c'est pas vous dans l'amphi qu'il faut convaincre de l'intérêt du ASCODE. Mais ce qu'il faut retenir, on va le voir avec la démo, c'est que le CK de modèle marche très très bien avec le ASCODE. Et c'est l'orientation à adopter en tout cas. Et parmi tous ces outils, il y en a un qui sort du lot. C'est Structurizer. Et en fait, c'est pas pour rien qu'il sort du lot, c'est qu'il a été créé lui aussi par Simon Brown, donc forcément, il coche pas mal de cases dans la compatibilité avec le CK de modèle. Structurizer, c'est open source. On a plusieurs versions de l'outil. Version light qu'on va utiliser pour la démo, on-premise qu'on va pouvoir déployer, une CLI aussi qui va servir surtout pour du rendering un peu différent, et une version cloud. Je crois qu'il y a même une version fruitière ou une version d'essai qui est assez utile si vous voulez tester. Donc c'est ASCODE, évidemment, on vient de le dire. Et c'est ASCODE pas uniquement pour décrire le modèle, mais aussi la vue. Et les deux de manière séparée. Donc ça, on va pouvoir le voir aussi. Le fait de séparer la modélisation le modèle et la vue va nous permettre de réutiliser le modèle et de le décliner sous plusieurs vues, sans avoir à retravailler le modèle. Donc d'un point de vue maniabilité, c'est quand même hyper confortable. On a un DSL spécifique, mais qui est assez simple. Et avec Structurizer, on va aller plus loin que le CK de modèle. Donc on va pouvoir faire deux types de diagrammes. Des diagrammes dynamiques, donc c'est les diagrammes de séquence UML, tout simplement. Des diagrammes de déploiement, etc. Avec pas mal de fonctionnalités avancées aussi très pratiques. On aura le temps d'en voir quelques-unes. Donc le mieux, c'est de voir tout ça en pratique. Pour notre démo, on va se mettre dans un cas de boutique en ligne assez simple. Là, c'est le cas que j'ai dessiné dans Paint, tout simplement. Notre contexte, ça va être le store. Donc ça va être notre contexte. Notre système logiciel, c'est le store. Dedans, on va retrouver des conteneurs, on va retrouver un front-end web qui va s'appuyer sur deux back-ends, un back-end de gestion de catalogue de produits, un back-end de gestion de commandes, chacun a sa base de données. Et mon back-end de commande va, lui, devoir interagir avec des systèmes externes. Donc mon système de logistique pour gérer les livraisons et mon système de paiement. Là, pour la démo, on va s'attaquer au niveau contexte et conteneur, mais vous allez voir que la logique va être la même pour le niveau conteneur, pour le niveau composante, pardon. Et on va utiliser Structurizer Lite en local. Hop. Alors, j'ai préparé le DSL, vous le voyez ici. Je pense que vous me dites s'il faut zoomer un peu plus. Donc, en fait, on retrouve ici nos deux blocs là, dont on parlait tout à l'heure. On va avoir un bloc modèle et un bloc vue, les deux de manière séparée. Donc on va attaquer le bloc modèle. CK de modèle et Structurizer viennent avec des mots-clés, c'est ce qu'on voit en bleu là. Donc personne, ça va être l'acteur, comme on le connaît même dans le monde UML. Donc là, je veux représenter un client.
je lui dis qu'il est de type personne, je lui donne un titre et une description. Ensuite, je m'attaque au système logiciel. Donc, on a les paiements et logistique. Là, c'est mes systèmes externes. Je ne vais pas aller plus loin avec cela, mais en tout cas, je les fais apparaître là dans mon modèle. Je leur donne aussi un nom et une description. Et aussi mon store, du coup, c'est mon système logiciel, mais je m'arrête là pour le moment. On ne va pas parler conteneur pour le moment, on le verra dans l'étape juste après. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est les relations, bien sûr, entre ces différents contextes. Donc, mon client va interagir avec mon système logiciel de boutique en ligne, le store avec le système paiement, etc. etc. On donne aussi, pour les relations, on leur donne une description. Là, j'ai été un peu feignant. Hein. Au niveau contexte, l'intérêt, c'est de parler un peu métier, donc parler échange métier. On aurait pu un peu mieux les décrire ici. Les vues. Comment ça marche, les vues? On peut en décrire plusieurs, comme on a dit tout à l'heure. Là, j'en veux une pour l'instant. Ça va être ma vue, du coup, de niveau contexte. On a dit que le C4, c'était les niveaux d'abstraction, mais aussi les vues. Enfin, les noms des diagrammes. Donc là, je veux un diagramme de type contexte. Je veux le centrer. Donc là, ça, c'est mon périmètre. Et là, en fait, je reprends le nom de ma variable là, que j'ai déclaré ici. Je lui dis, tu me centres ça, c'est ton périmètre, c'est le store. Je lui donne un nom pour être capable de le retrouver après. Je lui dis, tu me prends tout ce que tu trouves dans ce périmètre-là. Il y a pas mal de fonctionnalités là dans le include qu'on peut faire. Et je lui dis, tu me représentes ça comme tu veux, comme tu peux. Et enfin, la dernière instruction, là, c'est tu utilises le thème par défaut. C'est un thème très bleu, vous allez le voir. Et je m'arrête là pour l'instant, on va voir ce que ça donne. J'ai dit qu'on allait utiliser Structurizer Light en local. Donc Structurizer, c'est en Java, donc on peut lancer le War aussi si vous voulez lancer le War en local. Moi, j'utilise l'image officielle. C'est une appli web, hein, Structurizer Light. Ça tourne sur le port 8080. Et là, bon, là, je suis déjà dans le répertoire. D'ailleurs, je suis pas dans mon répertoire. Hop. On n'est pas déjà à l'étape 3. Hop. Et je lui dis de se lancer dans le répertoire store 1. Et en fait, par défaut, il va venir chercher un fichier qui s'appelle workspace.dsl. C'est le nommage par défaut, mais on peut bien sûr le préciser. Hop, c'est parti. Donc ça met un peu de temps à se lancer. C'est du Java, sans troll. C'est parti, c'est lancé. Hop, localhost 8080. Voilà à quoi ressemble Structurizer. Enfin, en tout cas, l'application web Structurizer. À gauche, la liste de mes vues. Donc là, j'écris une vue. Si je zoome un peu là, on voit là, système contexte, c'était le type de vue. Là, je suis au niveau contexte. Le nom que j'avais précisé. Et puis au milieu, bah, du coup, je retrouve mon acteur, mon système logiciel Web Store et mes deux systèmes logiciels externes. Je l'ai centré sur le Web Store, donc on peut le faire apparaître aussi de cette manière-là. Et donc on retrouve les différents éléments, là, les types, on les retrouve entre crochets, la description au milieu. Bon, là, il n'y a rien de trop magique, hein, je pense que c'est pas l'effet waouh. Mais on va pouvoir tout de suite passer à l'étape d'après. Je vais aller directement à l'étape 3, parce que ça va être hop, étape 3. On retrouve c'est exactement le même fichier qu'il y avait avant, je suis venu juste l'enrichir. Donc en fait, les premières lignes, c'est exactement les mêmes, là, mes systèmes externes et mon store. Donc mon store, là, je veux venir décrire les conteneurs qui sont dans ce système logiciel. Et donc c'est de cette manière-là qu'on le représente de manière la plus simple possible. Il y a cette notion de hiérarchie. Donc vous imaginez que si on veut aller au niveau componente, on vient faire pareil, mais dans les conteneurs. Et puis bah, comment on décrit un conteneur? De la même manière, hein, le type conteneur, type réservé, on lui donne un nom, on lui donne une description. On disait tout à l'heure que c'est le niveau à partir duquel on commence à parler technologie. Donc on va pouvoir préciser des éléments liés à la technologie. Ici, mon front, il est en Angular. Et le dernier argument, là, ça va être des tags. On peut aussi utiliser des tags. Donc j'ai utilisé les tags backend et database. Je disais aussi tout à l'heure, une base de données, c'est un conteneur. Donc je le décris de la même manière que mes composants front et backend. Et ensuite, on s'attaque à la partie relation. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a ma web app qui interagit avec mes backends avec les systèmes logiciels, leur base de données. Les relations, comme tout à l'heure, on leur donne une description. Ici, on parle technologie, donc on peut aussi rajouter des notions de technologie. Donc pour les relations, ça va être plutôt orienté protocole ou middleware. C'est fini pour le modèle. Je m'attaque à la vue. Donc là, ce que je suis venu faire, j'ai gardé ma vue contexte. Hein, j'ai envie de la garder. Par contre, je veux en rajouter une. J'en rajoute une autre. Celle-ci, elle est de niveau
conteneur. Le périmètre, ça reste mon store. Je reste centré sur mon système context store. Je lui donne un nom. Je lui dis, tu me prends tout ce que tu trouves, comme tout à l'heure. Là, je suis venu commenter AutoLayout pour juste vous montrer ce que ça donne dans l'IHM. Le thème, j'ai envie d'utiliser le thème par défaut, mais il est assez sobre, on va dire, dans sa version par défaut. Mais on peut le surcharger. Grâce au bloc style ici. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis venu dire que pour tous les éléments qui ont le tag database, d'où l'utilité des tags qu'on avait déclaré juste avant, là, ici, database, backend, frontend. OK. Pour tous mes éléments qui ont le tag database, plutôt qu'un rectangle, j'aimerais que ce soit un cylindre, c'est ce qu'on utilise habituellement pour les bases de données. Et puis plutôt qu'il soit en bleu, je le veux en gris. Pour le front-end aussi, on a une forme web browser, donc assez pratique, enfin, en tout cas c'est fait pour. Et aussi on peut venir ajouter des icônes. Là on va vraiment travailler la compréhension du diagramme, c'est quand même le but. On rejoint l'objectif initial qui est de communiquer. Donc ça sert à tout ça. Bon, voyons ce que ça donne. Hop, je vais arrêter. Alors ça aurait pu rafraîchir d'ailleurs en automatique. C'est juste que j'utilise d'autres répertoires. Store 3. Et je relance exactement la même commande. Je relance du coup mon instance de structurizer, mais dans le bon répertoire où j'avais ma version 3 là. Hop, je rafraîchis pour voir ce que ça m'a fait. Impeccable. J'ai un nouveau diagramme ici sur la gauche. On voit entre crochets, c'est bien le niveau conteneur. Il est bien centré toujours sur mon store. Par contre, là, on voit pas grand-chose parce que j'ai commenté le AutoLayout. Donc c'est pour vous montrer que là, on a une nouvelle barre aussi qui est apparue en haut. On peut venir aussi customiser la disposition des éléments avec l'outil Structurizer. On retrouve ici l'AutoLayout un peu plus paramétrable en fait. On va pouvoir venir le paramétrer. On voit qu'il utilise GraphViz d'ailleurs pour faire le layout. Je refais un AutoLayout. Bon, il s'est débrouillé plutôt pas mal. Par contre, si on veut l'exporter, si on veut l'intégrer dans d'autres types de docs, là, il va quasiment me prendre une page A4, voire deux. On va pouvoir éditer tout ça directement via l'interface. Okay. Donc voilà les types de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Et si je rezoome quand même pour être sûr qu'il m'a bien tout repris. On retrouve ici du coup en pointillé le système logiciel. Chaque conteneur avec les formes. Donc là, web browser, là on voit que ça ressemble un peu à un browser. La technologie en tout petit entre crochets ici. L'icône bien sûr. Pareil pour les relations, on trouve la technologie renseignée, etc., etc. On va s'arrêter là pour la démo parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Hop, je repasse sur les slides. Hop. Parfait. Donc voilà le résultat. Donc en quelques lignes, hein, c'est pas hyper complexe, même si vous découvrez le DSL, j'utilise des choses très simples. Il y a énormément de petites fonctionnalités très pratiques du DSL qui peuvent permettre de venir personnaliser des choses, aller beaucoup plus loin, faire des vues très précises, très détaillées, etc. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. En Rex, retour d'expérience un peu perso, je trouve que le C4 modèle est surtout adapté pour des contextes d'application multi-conteneurs, des domaines applicatifs, des systèmes d'information. En fait, ici, derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est la notion de zoom. Si on utilise le C4 modèle, mais uniquement pour, par exemple, le niveau conteneur, il y a peut-être d'autres types de modélisation qui sont encore plus pertinentes si je veux juste modéliser cette partie-là. Si j'ai besoin d'avoir au moins deux niveaux, là la notion de zoom et la notion de modèle unique, c'est vraiment très pratique. Donc c'est ça que j'entends derrière adapter à des contextes multi-applications. Les équipes larges, c'est parce qu'on va pouvoir venir travailler à plusieurs facilement, donc grâce au Ascode. Là, on n'a pas parlé du tout de la notion de workspace de Structurizer. On va pouvoir avoir plusieurs équipes qui travaillent sur le même fichier. On va pouvoir par exemple avoir l'architecte global d'un projet ou d'un domaine qui va s'intéresser au niveau contexte et conteneur. Et on va pouvoir dire à chaque équipe de développement de chaque application de faire les vues composantes par exemple et travailler sur le même repo dans le même workspace. Moins adapté à un contexte monolithique, donc là c'est un peu les mêmes arguments qu'on avait avant, et moins adapté si on veut faire de la modélisation plus riche, des vues réseau, des vues très techniques, orientées processus, du MDA. Si on veut générer du code à partir du modèle, là alors on pourrait le faire avec du C4, mais il y a quand même des choses beaucoup plus adaptées pour ça.
Et puis, pour terminer, quelques tips. Donc là, c'est plus pour vous faire gagner du temps quand vous allez mettre les mains dedans. Le site du C4 Model, c'est juste une single page qu'il faut dérouler. Ne vous arrêtez pas au premier scroll, allez jusqu'en bas. Il y a des infos hyper utiles dans la FAQ. En fait, Simon Brown est venu apporter des réponses à toutes les questions qu'il a entendues ces 10 dernières années sur le C4 Model. Et par exemple, vous allez certainement vous poser la question, sur mon appli, c'est quoi vraiment un component? Est-ce que c'est mon jar? Est-ce que c'est mon namespace? Est-ce que c'est ma classe? Il y a des indications qui donnent des exemples justement suivant vos contextes applicatifs. Commencez petit, c'est l'idéal. On l'a vu là avec Structurizer Lite. Il y a d'autres outils que Structurizer. Si vous utilisez déjà PlantUML pour faire d'autres types de diagrammes, des diagrammes de séquences ou d'autres types de diagrammes, testez avec PlantUML si vous êtes à l'aise avec. Ça marche très bien et ça donne exactement les mêmes rendus que ce qu'on vient de voir. Et puis, ne surtout pas hésiter à combiner ces 4 modèles avec d'autres types de modélisation. J'ai pas trop parlé de la partie code. Il n'y a pas de recommandation pour la partie code propre à. D'ailleurs, Structurizer, dans le DSL Structurizer, on n'a rien pour le code. Pour la partie code, on peut l'ajouter là dans l'IHM Structurizer. En fait, ce qui est recommandé, c'est d'intégrer des vues externes, donc soit des images, des exports, des PlantUML justement. Donc c'est via d'autres types de diagrammes qu'on vient modéliser du code. On n'a pas de notation précise et standardisée pour la partie code, par exemple. Donc ça se combine très bien. Moi, ce que je fais, c'est souvent les vues contexte, conteneur, et j'ajoute des diagrammes de séquence en plus, parce que c'est souvent assez utile. Je vais passer sur les autres types Structurizer, parce que les slides, elles sont sur GitHub, donc vous pouvez aller les voir si vous voulez. Et il reste 2 petites minutes pour des questions. N'hésitez pas pour les feedbacks aussi. À donner des feedbacks. Merci pour votre attention. On attend pour 2 questions. S'il y en a. Et s'il n'y en a pas, pas de problème. Ah, il y en a une là-bas. Ok, parfait. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir si, de ce que j'ai compris, on peut vraiment personnaliser la représentation graphique des différents diagrammes. Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? Est-ce qu'il y a des bibliothèques disponibles en ligne comme ça Sur la personnalisation? Ouais, sur la visu que tu peux avoir des différents diagrammes. Parce que là, on voit qu'il y a un thème par défaut, grosso modo. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes disponibles? Est-ce qu'il y a un partage de communauté ou quelque chose comme ça Ouais, alors là-dessus, du coup, ce que je peux conseiller, c'était dans les tips, mais du coup, je suis pas passé dessus, mais ça tombe bien, merci pour la question. Il y a un GitHub Structurizer avec des exemples, et donc il y a des exemples avec d'autres thèmes. Alors, au-delà des couleurs, j'ai montré les astuces des icônes, on peut faire des formes custom aussi, c'est extensible, Structurizer, on peut rajouter des plugins. Donc ouais, c'est ultra customisable, on peut créer des thèmes en effet, et il y a un exemple, notamment si vous faites du cloud ou de l'AWS, il y a toute une démo sur AWS, donc avec les icônes, et justement comment on modélise une lambda par exemple, est-ce que c'est un conteneur, est-ce que c'est un component, donc il y a plein d'exemples comme ça. Donc oui, c'est possible, et j'ai pas montré plein d'autres rendus, on peut générer du rendu en Mermaid, des graphes aussi, des choses comme ça. C'est assez riche, ouais. Et on est déjà arrivé à 0. Merci à tous.